Chers étudiants, chères étudiantes, dans cette vidéo, nous aimerions vous parler de l'accélération, et en particulier des accélérations tangentielles et normales. La première question à se poser, c'est quoi la vitesse? Alors la vitesse, c'est un vecteur qu'on note très souvent v. Un vecteur a donc une norme, et je vais le regrouper dans un seul, un sens et une direction. Ainsi, dire que je fais du 5 km/h n'est pas suffisant. Il faudrait dire dans quelle direction et dans quel sens je fais 5 km/h. Est-ce que je vais vers la droite, vers la gauche, vers le haut, en diagonale? Ça, c'est le vecteur vitesse. Et donc, je peux avoir des vecteurs dans un même sens et une même direction, mais de valeurs différentes. C'est le cas, par exemple, quand vous êtes sur l'autoroute. Tout le monde va dans le même sens et la même direction, mais il y en a qui roulent plus vite que d'autres. Mais je peux aussi avoir des cas où on roule à la même vitesse, mais pas dans le même sens. Reprenons maintenant l'autoroute dans des bandes séparées, avec ici la bande centrale. Voilà ici, des voitures qui roulent à la même vitesse, mais dans des sens et des directions différentes. Dans ce cas-là, c'est aussi des vitesses différentes. Du coup, l'accélération, c'est la variation au cours du temps de la vitesse. Ceci, je vais vous le montrer avec les dérivées. Alors, je vous rappelle qu'il n'y a pas de démonstration à connaître pour le cours. Donc, si jamais les dérivées ne vous parlent pas encore, vous verrez ça en fin de quadrimestre en mathématiques. Essayez juste de comprendre le raisonnement général. Donc, le vecteur accélération est égal à la dérivée du vecteur vitesse. Dans un premier temps, vous pouvez voir ça comme je regarde comment varie ma vitesse pendant un certain laps de temps. Par exemple, je regarde sur une seconde, quelle était ma vitesse à un certain temps, on va appeler ça le temps à une seconde, moins ma vitesse au temps 0 seconde, par exemple. Voilà, on peut le regarder sur 2 secondes, etc. Donc ici, une dérivée, ça veut juste dire une variation. Eh bien, mon vecteur vitesse, je peux l'écrire en séparant la partie taille et la partie direction. On l'avait déjà fait en fait. Rappelez-vous, par exemple, quand j'avais ici un vecteur et j'avais une composante selon x. Mais ici, je pouvais dire que sa composante selon x valait 5 et j'aurais écrit 5 fois 1x. Un x, c'est un vecteur unitaire, c'est-à-dire un vecteur de taille 1. C'est pour ça qu'il s'appelle 1. Parfois, on note aussi ux comme unitaire. Et qui va dans une direction bien précise. Eh bien, ici, je pourrais dire que mon vecteur vitesse, je peux l'écrire comme v fois 1v. Ça veut dire quoi? C'est que ceci, c'est la norme de ma vitesse. Et ceci, c'est le sens et la direction de ma vitesse. Jusque-là, j'ai rien fait sauf vraiment séparer en deux la taille du vecteur et son sens et sa direction. Donc je peux le remettre ici en disant je dérive par rapport au temps. D sur dt, ça veut dire je dérive par rapport au temps. Vous avez sans doute vu en maths qu'on pouvait dériver en faisant x carré prime comme ça, c'est donné 2x. Ceci, c'est une notation rapide, mathématique pour dire on dérive. Mais en physique, dériver, je vous l'ai dit, c'est une variation. Ben, les choses peuvent varier. On peut regarder une variation par rapport à une température, par rapport à un temps, par rapport à une position. Et donc, on va toujours préciser, par rapport à quoi on dérive. Donc ici, on regarde comment varie la vitesse
au cours du temps. Et donc je dérive ma vitesse que je vais réécrire comme v fois le vecteur 1v. Alors, si je fais la dérivée de a fois b, en supposant que ce sont des variables qui dépendent, ça va être la dérivée de a fois b plus a fois la dérivée de b. D'accord? Ça, c'est des formules que vous allez revoir. Si elles ne vous disent encore rien, acceptez-les simplement. Je vais l'appliquer ici, donc. Je vais dire, ça va être égal à la dérivée de mon premier terme. Je vais mettre ça en couleur pour que ce soit un peu plus clair. Donc, le premier terme ici, c'est la dérivée de v par rapport au temps fois 1v. Et j'ai un deuxième terme qui vient de ceci, qui va être la dérivée, cette fois-ci, de mon vecteur 1v fois v. Alors je vais l'écrire comme dans la formule en dessous, donc plutôt v fois la dérivée de mon vecteur direction et sens de la vitesse. Ok, donc mon accélération, c'est la dérivée du vecteur vitesse, et on voit que j'ai réussi à la séparer en deux parties. Une première partie, on peut la regarder ensemble. La dérivée de la vitesse par rapport au temps, c'est quelque chose que vous connaissez, c'est ce qu'on appelle l'accélération en fait. Mais c'est une accélération qui va dans la direction du vecteur vitesse. Plus, ici un autre terme, dont je vais parler un peu plus tard. Donc imaginons maintenant un mouvement de rotation. J'ai un objet qui est en train de tourner comme ceci, en cercle, plus ou moins. Sa vitesse, elle va donc être tangentielle. Ici, ça c'est la vitesse tangentielle de mon objet. Et donc quand ça tourne, ma vitesse tangentielle va toujours être tangente à la trajectoire. Et je le retrouve là, etc. Cette vitesse, comme vous pouvez le voir, sa norme ne varie pas. Ici dans mon schéma, j'ai toujours la même taille du longueur vitesse. Par contre, son sens et la direction changent. Donc il y a bien une accélération, puisque mon vecteur vitesse change. On va donc séparer la partie changer la direction de changer la norme. Ce premier terme ici, c'est ce qu'on appelle l'accélération tangentielle. Et le deuxième terme, on pourrait, il y a moyen de le démontrer, dire que c'est égal à ceci. Ceci, ça s'appelle le repère de Freinet. Et je ne vais pas du tout démontrer comment passer de là à là. Ce n'est pas le cadre de ce cours. Ce qui m'intéresse, c'est que vous soyez conscient que l'accélération peut être séparée en deux. Entre ce qu'on appelle l'accélération tangentielle et ce qu'on appelle l'accélération normale. Où est-ce qu'on peut les placer sur notre schéma? L'accélération tangentielle, c'est une accélération qui va être dans le sens de ce vecteur tangentiel. Ici par exemple, ou ici par exemple, ou encore ici. C'est d'ailleurs ce qu'on voyait ici, hein. Mon vecteur a de t, c'était égal à sa norme, ici, a de t, fois une certaine direction, mais c'est la même direction que v, donc c'est tangent à la trajectoire. Et à ça, on ajoute l'accélération normale. Cette accélération, pourquoi elle s'appelle normale? Il y a moyen de démontrer que ceci, c'est perpendiculaire à v. Et qu'en particulier, sur mon schéma, il viendrait ici perpendiculairement vers le centre de mon cercle. Je peux en refaire un autre ici. Alors malheureusement, mon schéma n'est pas excessivement bien fait.
Mais donc tout va vers, je vais faire un gros centre, voilà, tout va vers le centre de mon cercle, en étant chaque fois perpendiculaire à la trajectoire. Voici comment on pourrait diviser mon accélération en deux composantes. Vous voyez qu'habituellement on décomposait selon x et y. Mais dans le cas d'un mouvement circulaire, ça a beaucoup plus de sens de décomposer l'accélération selon l'accélération tangentielle dans le sens du mouvement et l'accélération normale perpendiculaire au mouvement. Rappelez-vous donc ce qu'on vient de dire. L'accélération tangentielle change la norme de Vt, alors que l'accélération normale change la direction et le sens de Vt. Prenons quelques exemples. Si je suis en train de courir par là, et que quelqu'un vient tout d'un coup me pousser dans le dos, on m'applique une force, donc je vais subir une accélération. Cette accélération, elle est dans le sens de ma vitesse. Donc cette accélération, elle est tangentielle si vous voulez, elle suit le sens de ma vitesse. Et elle va donc augmenter V. La norme donc du vecteur V. Vous voyez bien l'importance de mettre des flèches ou pas. Ce qui veut dire qu'après avoir été poussé, ma vitesse, elle va devenir plus grande tout en gardant la direction. De même, si mon bonhomme qui avance par là se faisait tirer par quelqu'un vers l'arrière, j'ai donc une accélération qui s'oppose à mon vecteur vitesse, et donc ma vitesse va diminuer. On touche là à la norme du vecteur vitesse. Par contre, regardons un peu ce qui se passe avec un objet que vous connaissez bien, la Lune. La Lune, je vous apprends rien si je vous dis que c'est un astre qui tourne autour de la Terre. La Lune, elle est en train de tourner comme ça, avec une certaine vitesse, t. Quelles sont les forces qui agissent sur la Lune? J'ai ici la force de la gravité. Cette force, qui dit force, dit accélération, F égale ma, et ici, ce sera égal à quelque chose que vous ne connaissez pas, qu'on n'a pas vu, on n'a vu que la gravitation au niveau de la Terre, mais donc ici, j'aurais bien une accélération due à la gravité. Qu'est-ce qu'elle fait cette accélération? On voit qu'elle est perpendiculaire à ma vitesse tangentielle. Donc, par définition, l'accélération due à la gravité sur la Lune, décidément, sur la Lune, est une accélération normale. Ceci, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon vecteur vitesse, il va toujours garder sa taille. Mais par contre, il va tourner. Et vous voyez qu'ici, j'ai essayé de représenter que la distance là est la même que la distance là. La norme ici est la même que la norme là, qui est la même que la norme là. Mais la direction change constamment. Ceci, c'est ce qu'on appelle aussi une accélération centripète. C'est une accélération qui vous pousse vers un centre. On tourne autour d'un centre.
Cette accélération, je ne vais pas vous la montrer, mais l'accélération centripète, on peut démontrer que c'est V carré sur R, où R est le rayon de courbure ici, et V carré, c'est la vitesse tangentielle au carré. Donc on a un lien fort entre cette vitesse ici tangentielle qui me fait faire ma trajectoire et l'accélération. En fait, c'est un compromis. Pour rester à vitesse constante en train de tourner autour de la Terre, il faut un lien parfait entre le rayon et la vitesse, et donc avec cette accélération. Si j'ajoute des vecteurs, je pourrais dire que l'accélération centripète est égale à Vt carré sur R fois la direction de la normale. Et j'aurai donc mon vecteur 1n ici. Et ici on voit que j'ai un certain nombre de fois ce vecteur. Voici deux exemples. Alors, dans la vraie vie, en pratique, c'est souvent un mélange des deux. Si je suis avec ma voiture, vue de dessus, en train d'accélérer en tournant, je vais avoir une accélération qui va augmenter ma vitesse, mais je vais aussi avoir une accélération normale qui va avoir tendance à faire changer mon sens et ma direction. Et donc je vois que mon accélération résultante, elle est ici. Ça, c'est le vecteur accélération. Mais de sa direction et de son sens, il va avoir deux effets. Ici, ma vitesse tangentielle va augmenter. Et ici, la direction et le sens de ma vitesse tangentielle va changer. Dernier point donc, on a vu l'accélération centripète. L'accélération centripète, c'est la vitesse tangentielle au carré sur le rayon. Rappelez-vous que la vitesse tangentielle, ça peut s'écrire oméga r dans le cas d'un mouvement circulaire. Et donc, je peux écrire, si je remplace Vt carré par oméga carré r carré sur R. Vous voyez ici, j'ai remplacé Vt carré par oméga r que j'ai mis au carré. Et si je simplifie, j'ai donc oméga carré r. Ceci sont deux formules tout à fait équivalentes pour l'accélération centripète. On ne vous les démontre pas, vous devez être capable de connaître les deux, hein, Vt carré sur R et oméga carré fois R. Maintenant, si vous connaissez ce lien-ci, c'est pas une formule en plus, c'est juste un mélange de deux formules. On peut aller plus loin en parlant de la force centripète. La force centripète, c'est la masse fois l'accélération centripète, F égale ma. Cette force, c'est une résultante de force. De fait, quand on calcule la somme des forces, on est égal à ma. Et si on est dans le cas d'un mouvement circulaire, on va appeler cette force-là une force centripète. Je vais vous donner plusieurs exemples. Par exemple, si je prends un lance-pierre, enfin pas un lance-pierre, mais plutôt si je prends une corde, au bout de laquelle je mets une pierre. Cette pierre, elle tourne, elle a donc une certaine vitesse tangentielle. Et si la corde se brise, elle va continuer et prendre la tangente, comme on dit. Mais en pratique, chaque moment, on a ici la tension de la corde qui a tendance à faire tourner ce vecteur vitesse. Donc on va retrouver un peu plus loin ma pierre avec une nouvelle vitesse tangentielle et toujours cette tension de la corde qui l'empêche de partir et qui fait tourner cette pierre. Et donc dans ce cas-ci, ma force centripète, c'est égal à T. Donc la force centripète, c'est pas quelque chose de mystique, c'est pas une force qui vient de nulle part, qui a une nouvelle force comme le poids qui vient de la gravité, comme la tension qui vient d'une corde. La force centripète, c'est une résultante de force, c'est-à-dire on regarde les forces qu'il y a,
Et ces forces ne sont pas égales à 0. Elles sont égales à une masse fois une accélération. Et quand celles-ci ont un effet centripète, on parle de force centripète. Prenons un autre exemple. Quand vous êtes en train de tourner en voiture, donc votre voiture était là, et vous étiez tranquillement assis comme passager. Et puis, à un moment, la voiture va se mettre à tourner. Voilà. Vous, s'il n'y avait pas de force sur vous, vous l'avez vu, vous serez en statique, vous serez en train de continuer à vitesse constante et donc vous vous retrouveriez là. En pratique, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes assis sur un siège. Hop. Et il y a donc des frottements entre vous et le siège. C'est ces frottements qui vont pousser sur vous pour vous empêcher de quitter la voiture comme ici et de partir dans le décor. Et si on tourne fort, ça veut dire qu'il faut une plus grande force pour vous empêcher de partir. Hein. Rappelez-vous que j'ai AC égale VT carré sur R. Donc si je tourne fort, je vais avoir un plus petit rayon de courbure. Si je tourne fort, vous voyez ici, j'ai un petit rayon de courbure. Si ceci est petit, alors l'accélération centripète est plus grande. Il me faut donc une plus grande force centripète. Ça, c'est la force centripète, d'accord? Si l'accélération centripète augmente, la force nécessaire augmente aussi. Du coup, là, les forces de frottement pourraient ne plus être suffisantes. Et alors, c'est ce que vous connaissez fort bien en voiture, c'est quand vous faites pousser par la fenêtre, par la porte. Vous vous sentez écrasé contre la porte vous pousse, et c'est grâce à cette porte-là que vous arrivez ici à rester dans la voiture et avoir une accélération centripète qui vous permet de tourner. Alors, pour l'instant, pour tous ces exemples, j'ai chaque fois regardé ça à partir d'un référentiel qu'on appelle galiléen ou inertiel. C'est-à-dire un référentiel non accéléré. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de pourquoi c'est important, mais sachez que en fonction du choix de référence que vous prenez, les choses changent. Du moins, la conception du problème va changer. Je peux toujours regarder par rapport à un système d'axe ici, une voiture qui est en train de rouler avec un passager dedans et puis qui tourne, etc. Là, ça va être exactement ce que je vous ai expliqué avec la portière, par exemple, qui va vous bloquer dans un sens ou dans l'autre. Mais notre expérience de la vie quotidienne, souvent, on ne la regarde pas d'un point de vue extérieur. On la regarde de notre point de vue. Et donc, qu'est-ce qui se passe si, donc le référentiel inertiel, c'est la force centripète. Qu'est-ce qui se passe si je me mets sur référentiel non inertiel, c'est-à-dire un référentiel qui est accéléré, c'est-à-dire moi. Moi, dans la voiture, je suis en train d'être accéléré, justement. Dans ce cas-là, on va parler de force, et pour être exact, de pseudo-force, parce que c'est pas une force qui a une explication vraiment physique, centrifuge. Dans ce cas-là, comme on est de notre point de vue, la voiture, elle tourne avec nous. D'accord? Moi, je suis en train de conduire ma voiture tranquillement. J'ai mon volant là. Et pendant que je conduis, hop, je décide de tourner à gauche ou à droite. Mais si je tourne, la voiture tourne aussi de mon point de vue. Il n'y a pas de raison que la voiture pousse sur moi. C'est un peu comme quand je me tiens sur le sol. On vous a dit d'un point de vue extérieur, je suis tiré par la gravité vers le bas et le sol pousse sur moi. Mais de mon point de vue, je sens rien. Je ne me sens pas tiré vers le bas et poussé vers le haut. Je me sens juste normal. Alors dans ce cas-là, on va dire qu'il y a une force centrifuge qui va s'exercer sur vous.
Le plus simple pour le comprendre, je trouve que c'est le looping. Imaginez ici un looping. C'est-à-dire vous arrivez ici avec votre voiture, et si vous roulez suffisamment vite, il y a moyen de suivre cette trajectoire-là. Regardons un peu ce qui se passe quand on est en haut. En haut, qu'est-ce que j'ai comme force sur moi? J'ai le poids. Mais si je regarde ça juste de mon point de vue, je ne vais pas me dire que j'ai le poids ici et la réaction normale du sol qui vient sur moi. Je vais juste me dire, ah bah tiens, au fond, je sens une force, je la sens, je me sens porté vers l'extérieur. Je vais appeler ça la force centrifuge. Et vous voyez que la force centrifuge, elle est opposée et égale à la force centripète. C'est juste dû à ce changement de référentiel. Et cette force centrifuge, c'est quelque chose qu'on ressent. Quand je suis dans ma voiture, j'ai pas l'impression d'être poussé vers la portière. J'ai l'impression qu'il y a une force magique qui me pousse contre la portière. Vous vous sentez éjecté du véhicule. Ça, en fait, c'est pas une force, c'est juste l'inertie. Vous gardez votre vitesse, comme normalement il n'y a pas de force sur vous. Et tant qu'il n'y a pas de force sur vous, vous allez vouloir sortir de la voiture. Votre voiture tourne, vous allez aller tout droit. La force centrifuge, c'est exprimé avec nos mots ce qu'on ressent. Elle a l'avantage d'être parfois plus facile à placer et à comprendre que la force centripète, à avoir quand même les mêmes équations, donc ceci ça va quand même être égal à V carré sur R. Alors je ne mets pas le moins ici parce que tout va dépendre de votre système d'axe évidemment. Et ici je peux juste dire, pour que j'arrive à tenir comme ça en apesanteur dans mon looping, il faut que cette force centrifuge s'oppose au poids. Ce qui rend l'exercice très simple à faire, plutôt que de considérer la normale, etc. Maintenant, c'est important que vous vous rendiez compte que cette force centrifuge, c'est pas une force qui sort de quelque part, qui est due à quelque chose, c'est vraiment quelque chose qu'on ressent, nous, parce qu'on a mis un référentiel sur nous, parce qu'on regarde les choses de notre point de vue. Mais regarder les choses de notre point de vue, en fait, c'est pas tout à fait physique, parce qu'on est dans un référentiel qui a accéléré. Voilà. J'espère que ceci vous aide un peu à clarifier ce que c'est l'accélération. Donc l'accélération permet de faire changer le vecteur vitesse. Le vecteur vitesse, c'est-à-dire donc sa norme, mais aussi son sens et sa direction. L'accélération qui va être dans le sens de la vitesse, c'est une accélération tangentielle, c'est une accélération qui va changer la norme de la vitesse. Ce qui va être perpendiculaire à la vitesse, c'est ce qui change son sens et sa direction. Un très grand exemple d'accélération perpendiculaire, c'est l'accélération centripète qui va vous faire tourner et qui est donnée par V carré sur R. Si on va plus loin, cette accélération, elle vient d'une force, la force centripète, qui est en fait le résultat des forces sur votre module. Vous ferez des exercices en séance, mais si vous faites la somme des forces et que vous tombez égal à MA dans un moment de rotation, ça c'est ce qu'on appelle une accélération centripète, et elle vaut quelque chose, elle vaut V carré sur R, ce qui va vous permettre de trouver plein de réponses pour vos exercices, ce qui est assez chouette. Aussi, dans certains cas, et certains professeurs aussi, préféreront parfois employer la force centrifuge pour résoudre certains problèmes, parce que c'est plus simple de le conceptualiser que de mettre les forces avec la force centripète. Voilà, je vous souhaite une bonne étude et n'hésitez pas si vous avez des questions.